Nous avons déjà notre invité avec nous, le professeur David Doucet, le premier porte-parole de Front Citoyen Togo. Debout avec lui, on parlera de beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas. Mais surtout avec la double confrontation des hypervies, je ne sais pas s'il aime vraiment le sport, disons le football, mais on va quand même en parler. Fredo avec moi toujours pour cette partie actualité. Cette émission matinale, on fait le point comme chaque mardi et jeudi. Fredo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Ça peut aller. Ça peut aller. Où ça va? Professeur David Doucet, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour également. J'espère que vous allez bien. Merci. En tout cas, nous nous portons également à veille ici dans le studio Espoir 47. Comme chaque mardi et jeudi, vous ferez également cet exercice avec nous, parler de notre pays, mais surtout les sujets clés, les sujets phares, en tout cas, qui suscitent débat sur le cadre, ou bien dans le cadre de la politique, ou surtout que vous êtes dans la société civile, nous en parlerons. Mais j'ai voulu commencer, excusez un peu, le sport. Je ne sais pas si vous aimez le sport parce que l'actualité est toute doublurante. C'est du côté des hypervies du Togo. Entre-temps, le 5 juin dernier, c'était au stade de Kéké, mais partout face au Soudan du Sud, dans le cadre de la 3e journée. 4e journée, c'est en terre congolaise. Là, c'est une défaite, 0 but contre 1 pour la RD Congo. Finalement, on est 4e de notre poule B, derrière le Sénégal, la RD Congo, puis le Soudan. On a dépassé que la Mauritanie. Comment est-ce que vous analysez en tout cas la situation aujourd'hui pour vos hypervies? Je crois que comme beaucoup de Togolais, je suis un des supporters de notre équipe nationale. Nous savons tous que le football, c'est le sport par excellence. C'est le sport qui rassemble, qui réunit au-delà de tout. Et lorsque le foot marche, je vous assure, la nation fonctionne. Malheureusement, les résultats pour le moment ne sont pas au rendez-vous. Il y a encore des matchs, c'est sûr que ça va être difficile de se qualifier puisqu'on a très mal démarré. Espérons tout simplement que la suite soit meilleure et qu'au moins l'équipe nationale du Togo puisse tirer son épingle du jeu. D'accord. Donc, quand font le bilan, soit c'est du côté de Parlo Douaté, le coach, le sélectionné bien sûr. Parfois, on parle d'une situation métaphysique autour des hypervies aujourd'hui parce qu'on n'arrive plus à gagner, surtout à la maison. C'est compliqué. Comme la fois dernière où on dominait pratiquement le match. Sur l'ensemble de la rencontre, c'est 63% de possession, et en plus sur l'autogol. Donc finalement, vous épousez cette concession-là où on n'arrive plus vraiment à décoller à la maison. Au stade de Kégué, auparavant, voilà quoi, c'était l'évolution, mais là c'est compliqué. Je pense que même si on y croit, il faut quand même travailler. Il faut continuer de travailler durement, physiquement, tactiquement, pour pas avancer. Je crois que si la métaphysique permettait de gagner des championnats, des tournois, beaucoup de pays africains seraient champions. C'est ce que je pense. Même si on y croit, même si ça peut aider psychologiquement des joueurs à se mettre dans un match, je pense qu'il faut plutôt mettre l'accent sur ce qui demeure cartésien. Ce qui demeure cartésien, c'est vraiment travailler la forme physique des joueurs, travailler avec... Le fond hier, c'est ce que je viens de dire, 60% de possession, même match contre la RD Congo, on a vu le fond, en tout cas les hypervies produire du jeu, mais pour la finalité... Donc ça veut dire qu'on est peut-être sur la bonne lancée, donc il faut persévérer. On est de grandes équipes également, dominer des matchs et finalement être éliminé. Ça arrive, c'est malheureusement la dure loi du football. Il faut donc s'accrocher au fait que, comme vous l'avez dit, un fond de jeu semble s'installer, un système de jeu semble être mis en place, et donc on n'attend plus que les résultats. Donc finalement, ça finira par arriver. D'accord, on y croit aussi. On est pessimiste. Vous étiez contre d'abord l'organisation avant le jeu. Sur ce plateau. Oui. Bon. Vous savez, en quelques secondes. Les signaux étaient là depuis. Oui, comme quoi? Les signaux étaient là parce que quand vous préparez mal un match, vous attendez quoi? Pour vous, ça a été mal préparé? Je l'avais annoncé ici sur ce plateau. Oui, c'est-à-dire il faut que les premiers responsables de la fédération et revoient leur copie, leur manière de faire. Ça ne sert à rien d'être
président d'une fédération, ça ne sert à rien d'être responsable d'une fédération et laisser les choses aller comme ça. Souvent, vous savez que dominer n'est pas gagner. L'organisation d'un match, forcément, elle est attribuée à une agence. Et bien, oui, c'est comme ça que se passe. Je n'ai pas voulu donner le nom de cette société l'autre fois et je ne vais même pas donner. Mais quand vous laissez la gestion toute une fédération à une seule société. Non, ce n'est pas la gestion, juste l'organisation. Oui, l'organisation, y compris la gestion, c'est-à-dire c'est lui qui confectionne les t-shirts, les drapelés, les tickets, tout ça là. Mais est-ce qu'on ne peut pas donner les drapelés à une autre société? Qui a une autre société autre. Oui, mais si la société, bon, la fédération, il y a quand même cette capacité. Les résultats sont devant nous. Les résultats sont devant nous. La société n'est pas à sa première quand même dans l'organisation des matchs des éperviers. Non, il ne faut pas comparer le truc là. Vous savez. En France, par exemple, c'est la ligue professionnelle. Bon, pour le moment, nous ne sommes pas encore à cette étape. Vous voyez, vous parlez de la France et le Togo. C'est le jour et la nuit. Oui, mais il faut commencer quelque part. Et nous, on ne commence même pas. On a commencé avec on va terminer avec le fond. L'essentiel, c'est que le résultat est la meilleure pour le moment. Je rappelle encore le classement. Nous sommes 4e de notre poule. Nous sommes dans la poule B. On va laisser du côté le football. On revient à notre situation. En tout cas, ce que nous vivons au jour le jour au niveau de la société civile, mais aussi sur le plan politique. Alors, revenons à votre formation. Ce n'est pas une formation politique, mais plutôt de la société civile, mais qui a tendance aussi à opérer aussi plus ou moins sur le plan politique. Le Front citoyen Togo debout, là où nous parlons, comment est-ce que le Front se porte? Nous intervenons dans le domaine politique, ça je l'assume. Hein. Nous ne nous cachons pas en disant que nous n'intervenons pas dans le champ politique. Nous sommes une organisation de la société civile composée de citoyens. En tant que citoyens, nous nous intéressons aux faits de la société. Tout ce qui touche à la société, soit dans le domaine social, dans le domaine économique ou dans le domaine politique, nous intéresse. Nous devons intervenir et dénoncer quand il y a des choses qui sont mal faites. Et de la même manière, lorsqu'il y a des choses qui sont bien faites, nous pouvons également intervenir ou même faire des propositions. Donc le Front citoyen Togo debout se porte très bien. Il continue son bonhomme de chemin, il trace sa route. De plus en plus de demandes d'adhésion. Mais voilà, nous sommes engagés dans un combat qui dure depuis 2017, année de la création du Front citoyen Togo debout. Et nous n'avons pas encore vu l'aboutissement de ce combat. La situation, le contexte est particulièrement difficile, mais cela ne nous décourage pas. Et comme je vous l'ai dit, de plus en plus de demandes d'adhésion au Front. Ça nous démontre que les citoyens sont convaincus que nous menons le bon combat. Nous avons choisi le combat pour la bonne cause et c'est cela qui nous encourage. Justement, c'est quoi ce combat? Le combat pour la bonne cause, c'est quoi? C'est quoi ce combat concrètement? Qu'est-ce qui ne va pas être? Voilà, si je dois résumer, je dirais que nous sommes une organisation militante pro-démocratie. Je me définis moi-même comme étant un citoyen engagé, un militant pro-démocratie. Ça veut dire tout simplement que nous luttons pour l'avènement d'un état de droit au Togo. Nous luttons pour que le Togo soit un véritable état démocratique avec des pratiques qui avoisinent les normes et standards internationaux en ce qui concerne les principes de la démocratie. Et donc ça va de la reddition des comptes, à la bonne gouvernance, à l'alternance démocratique à la tête du pouvoir, au respect des dispositions de la Constitution, etc. etc. Donc pour vous, pour le moment, c'est pas encore ça au Togo? Pas seulement pour moi, si on est sincère, si on est de bonne foi, on sait très bien que nous sommes aux antipodes de ce que je viens de dire. Lorsque je parle d'état de droit, le Togo n'est pas un état de droit. Lorsque je parle de bonne gouvernance, nous avons tellement de situations qui démontrent que nous avons des principes de mauvaise gouvernance qui sont mis en place dans la gestion des affaires publiques. Voilà, donc si vous voulez que je continue à décliner les éléments... On va rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure. Est-ce que vous croyez qu'à un moment donné, ça peut changer? Vous croyez sérieusement ça? De par vos méthodes? Vous savez, moi je demeure convaincu que la lutte citoyenne
en tout cas celle que nous essayons de mener, finit toujours par vaincre et par triompher de toutes les situations antidémocratiques, de toutes les situations autoritaires. La lutte citoyenne, elle est différente de la lutte armée. Parce que beaucoup disent souvent que la situation du Togo, il faut la régler par la violence, il faut la régler par la force des armes. C'est possible, vous savez, c'est possible que ça aide à régler une telle situation. Mais quand on regarde ce qui se passe dans certains pays, j'avoue que personnellement, je ne choisis pas ce genre de voie parce que je me dis que ça peut déboucher sur des situations vraiment néfastes, nocives pour la nation que nous voulons construire, pour le vivre ensemble que nous voulons mettre en œuvre. Et il vaut mieux poursuivre la lutte telle que nous l'avons enclenchée, que ce soit une lutte citoyenne où vous informez les populations, vous sensibilisez la population, vous amenez la population à prendre conscience de sa force intrinsèque. Vous savez, le peuple togolais, moi j'en suis convaincu, ce peuple peut changer la situation en 24 heures, mais il suffit de le vouloir. Le peuple n'est pas encore convaincu de sa force, donc il faut faire ce travail de sensibilisation, expliquer au peuple que la souveraineté, elle appartient au peuple. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une parole en l'air, c'est une réalité. Un peuple qui se lève, qui décide d'aller prendre sa souveraineté, a la possibilité de régler cette affaire en l'espace de 24 heures. Professeur, quand vous parlez de peuple, c'est un ensemble. Et dans cet ensemble-là, il y a les militants des partis politiques. Donc, est-ce que vous parlez de tout le monde en parlant du peuple ou peut-être certains militants? Justement, la force de la société civile, c'est qu'elle n'est pas partisane. Si nous étions une organisation politique, je serais peut-être amené à m'adresser en priorité aux militants de mon parti. Mais nous sommes la société civile. Nous n'avons pas de visée partisane et nous nous adressons au peuple togolais. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai peut-être commencé à parler des populations, mais très rapidement, j'ai parlé du peuple parce que pour moi, c'est une entité, c'est une unité, c'est le peuple togolais, avec bien sûr des diversités. Heureusement qu'on n'est pas tous identiques, qu'il y a des diversités. Et c'est dans la diversité qui fait un peuple. Et ce peuple a une force énorme et il n'en est pas encore suffisamment conscient. Et donc, nous, notre travail de militants de la société civile, de militants pro-démocratie, c'est d'expliquer au peuple qu'il y a une situation qui est inacceptable, où le pays n'est pas bien géré, où les ressources ne sont pas bien orientées. On explique au peuple que si les ressources étaient mieux orientées, aujourd'hui, on serait certainement à un autre niveau de développement. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui sont à l'origine de cette situation chaotique font tout pour se maintenir au pouvoir. Et donc, le peuple doit reprendre la souveraineté et décider qui ou à qui il confie les rênes du pays pour une période donnée. Et si la personne ou l'équipe qui se met en place pour diriger les affaires publiques fait bien, on lui renouvelle son mandat une deuxième fois ou on lui renouvelle son contrat une deuxième fois, mais au terme de ce deuxième contrat, il faudra absolument partir. Il n'est plus question qu'une équipe décide de rester ad vitam aeternam. Je pense que vous touchez un peu la Constitution. Au prix, bien sûr, de modifications constitutionnelles, au prix de subterfuges juridico-constitutionnels, pour essayer d'expliquer que voilà, le peuple en a marre d'aller se taper dessus lors des élections présidentielles. Et comme nous sommes très intelligents, nous allons proposer une autre solution au peuple. Il n'ira plus voter pour choisir son président, mais il va simplement choisir des députés qui, eux, ont cette clairvoyance de désigner le premier responsable du parti majoritaire qui sera là ad vitam aeternam pour conduire les affaires de l'État. Voilà donc cette situation grossière, ridicule, drôle à laquelle on soumet le peuple togolais. Et nous avons cette responsabilité. Cette constitution a déjà limité quand même le mandat du pays. Donc il n'est pas question quand même de s'éterniser comme vous êtes en train de le dire. Il faut un mandat avec le parti et puis bon, c'est juste le président du conseil qui continue en fait. Vous voulez m'amener vraiment à expliquer. Alors, on va revenir peut-être. Prends-toi une question. Je voudrais juste poser une question avant de rentrer dans ce sujet de constitution République. Je voudrais savoir, est-ce que maintenant le Front citoyen Togo Debout est libre de faire ces manifestations? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, parce que depuis 3 ans, vous faites bien de poser la question, justement, ça fait partie des éléments que nous dénonçons par rapport à la gouvernance mise en place, la restriction de l'espace civique. Vous prenez les données sur le Togo, les données des organisations internationales par rapport à la liberté d'expression, vous vous rendez compte que le Togo est en zone rouge. Je donne un exemple. Vous savez, je crois que c'était en septembre de l'année dernière, septembre 2023, nous avons mis en place un conseil de la société civile. Il n'y a même pas le Fonds Togo debout. Voilà, donc des organisations qui sont sur le terrain depuis des années. Je citerai par exemple SAD, qui est une organisation qui œuvre depuis, je crois, une vingtaine d'années au Togo, qui paye les impôts, qui déclare ses employés, qui est reconnue. Et 4 organisations se mettent ensemble, bon, j'ai cité SAD, je peux citer les universités sociales du Togo et d'autres, et obtiennent donc un projet de l'Union européenne qui porte justement sur la liberté d'association et de réunion. On décide de lancer le projet officiellement, rencontre avec le ministère de l'administration territoriale la veille du lancement. Alors le jour de lancement, on est à Agora Senghor, on est dans la salle, l'Union européenne qui a financé le projet envoie ses représentants, certains ministères envoient leurs représentants. Nous sommes là et nous attendons tout simplement le représentant du ministère de l'administration territoriale. Et on attend, et finalement c'est un coup de fil qui nous annonce qu'il faut sortir de la salle, mettre fin à cette affaire, qu'on ne peut pas. On ne peut pas lancer officiellement le projet sur la liberté d'association et de réunion. Et après coup, on essaie de comprendre et finalement on dit oui, vous n'avez pas de récépissé. Bon, on comprend que c'est une façon détournée d'empêcher encore une fois les citoyens de s'engager dans un projet qui porte tout simplement sur la liberté d'expression. C'est pour répondre à votre question, est-ce que le Front a cette liberté de travailler? Pour le moment, nous avons pu, avec d'autres organisations de la société civile, comme Novation Internationale, organiser 2 meetings. Est-ce que ça va prospérer? Je ne sais pas. Vous savez, c'est ça une dictature, c'est ça un régime autoritaire. Vous ne savez jamais, c'est le régime de l'arbitraire. Si on doit se fonder sur le droit, si on doit se fonder sur les lois, je vous dirais oui, nous avons l'autorisation en tant que citoyens et en tenant compte des dispositions de la Constitution, nous avons le droit de nous exprimer, de nous réunir pacifiquement, etc. Mais nous sommes dans le régime de l'arbitraire. Donc voilà, on nous a autorisé à faire 2 meetings. Est-ce que le 3e sera autorisé? Je n'en sais rien. Voilà. Très bien. D'accord. Moi, je voudrais revenir un peu sur votre développement où on parlait un peu de récépissé. Bon, vous parlez de droit, moi je ne suis pas un juriste, je ne maîtrise pas trop, mais pour opérer en tant qu'association, en tout cas sur le territoire togolais, forcément que vous devez respecter un certain nombre de principes juridiques. Le récépissé ou numéro d'enregistrement souvent, plus ou moins. Bon, concrètement à ce niveau, est-ce que vous avez déjà votre numéro d'enregistrement? Est-ce que ça vous permettait quand même d'aller loin dans vos activités jusqu'à ce que vous puissiez lancer quand même ce projet dans les cas? Très bonne question. Effectivement, lorsque vous déposez le dossier, vous obtenez un numéro d'enregistrement. Et avec ce numéro d'enregistrement, au bout d'un certain délai, si on ne vous oppose rien du tout, vous avez la possibilité de commencer vos activités. C'est comme ça que SAD, depuis, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, je pense que SAD existe depuis 20 ans ou 23 ans, je ne sais plus trop, mais en tout cas depuis plusieurs années, SAD fonctionne grâce à ce numéro d'enregistrement. Et les universités sociales du Togo aussi existent depuis 2016. Grâce à ce numéro d'enregistrement fonctionne. Nous avons du personnel pris en charge par ces organisations. Les gens sont déclarés, les gens payent leurs cotisations, leur part sociale et tout. Donc il n'y a jamais eu de problème à ce niveau. Mais dès que vous vous engagez dans un champ qui paraît sensible aux yeux des gouvernants, là on commence à chercher la petite bête. Ce n'est pas que nous avons refusé d'avoir un récépissé. Ce n'est pas que nous n'avons pas fait de demande pour obtenir un récépissé. Mais tout le monde vous dira qu'au Togo, il y a une période où on ne donnait plus de récépissés. Ou alors on donnait des récépissés au coup par coup. On choisissait les organisations qui méritaient, entre guillemets, d'avoir un récépissé. Et les autres, qui paraissaient suspects aux yeux des gouvernants, n'obtenaient pas de récépissé. Donc c'est cette situation que nous vivons. C'est celui qui donne les récépissés, qui refuse
de vous les donner et qui vient demain vous dire ah, vous n'avez pas de récépissé. Mais les récépissés, nous ne pouvons pas les fabriquer. Il faut bien que quelqu'un nous les donne. Nous sommes avec le professeur David Doucet, porte-parole du Front citoyen au Togo. Nous sommes en train de parler des sujets de notre pays. Juste une précision, le Front citoyen Togo de vous appartient également à la société civile, mais intervient dans bon nombre de domaines, y compris la politique. Bon, nous rentrons un peu plus dans certains sujets politiques. Vous étiez tout à l'heure sur une lancée parlant de constitution. Nous y sommes, puisqu'on parle de 5e République promulguée déjà même par le chef de l'État. Quelle analyse vous faites déjà de ce fait, alors, depuis le début jusqu'à l'heure où nous sommes par rapport à cette 5e République? Je vais faire allusion au courrier que des organisations civiles, dont le Front citoyen Togo Debout, donc les organisations de la société civile, ont adressé un courrier à la CEDEAO, justement au président en exercice, son Excellence le président Bola Tinubu. Et dans cette analyse, nous avons dit à la CEDEAO qu'il y a au moins 10 bonnes raisons pour refuser cette affaire de 5e République, qui pour nous est un coup d'État, un renversement du régime constitutionnel de la 4e République. Et parmi les 10 raisons, nous évoquons d'abord le contexte. Si vous prenez le contexte régional, il y a des pays qui font avancer la démocratie en Afrique de l'Ouest et il y a des pays qui sont réfractaires à la démocratie. Malheureusement, on a le sentiment que le Togo fait partie de cette deuxième vague. Le Togo, c'est le seul pays, à ce jour, à s'être opposé à 2 reprises à la réforme du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Le Togo s'y est opposé en 2015. Il était en coalition avec la dictature de la Gambie, de Yahya Jammeh. Le Togo s'y est opposé en 2022, en coalition avec le président Macky Sall. Et on a vu ensuite ce que Macky Sall a essayé de faire au Sénégal. Il a tout fait pour se maintenir au pouvoir. Heureusement, le peuple sénégalais, vent debout, a pu le déloger et faire avancer la démocratie au Sénégal. Et en 2022, toujours, le Togo était en coalition avec la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, le président Ouattara voulait briguer un 3e mandat. Il en est peut-être même bientôt à vouloir briguer un 4e mandat. Voilà donc la situation régionale. Et je continue en disant que cette affaire de 5e République est arrivée au lendemain de ce qui s'est passé au Sénégal et que tout le monde a applaudi, tout le monde s'est dit, mais enfin une éclaircie dans ces régions ouest-africaines où on a de plus en plus de coups d'État, le Mali, le Burkina, le Niger. Voilà un pays comme le Sénégal qui nous a fait vraiment peur. On avait le sentiment que le président Macky Sall allait devenir ce dictateur qui allait modifier, tripatuer la constitution, comme cela se fait dans d'autres pays pour se maintenir au pouvoir. Mais finalement, on a vu un opposant sortir de prison et 10 jours après devenir président de la République. Vraiment un beau scénario, une très belle histoire. Voilà un contexte régional où on se dit on aurait pu avoir un Togo qui s'inscrive dans le sillage du Sénégal et apporte de la lumière, apporte de la brillance à la démocratie ouest-africaine. Malheureusement, le Togo se retrouve dans le versant noir et nous disons que le Togo, malheureusement, c'est un mouton noir dans le pâturage de l'Afrique de l'Ouest. Le tableau est peint en noir. Hein, malheureusement, le tableau, lorsque c'est le Togo, lorsqu'on parle du Togo, il est peint en noir. Ensuite, dans cette analyse, nous en arrivons même au processus qui a conduit à cette affaire de 5e République. Vous avez des députés qui se retrouvent à l'Assemblée nationale et qui disent qu'ils vont faire une révision. Je ne parle même pas du fait qu'ils étaient hors mandat. Je laisse tomber cette affaire. Ils décident de faire une révision de constitution. C'est vrai, la Constitution a mis en place les dispositions pour révision. Que lorsqu'on décide d'apporter une modification à la Constitution, on estime qu'il y a des situations où on n'est pas à chaque fois obligé de venir devant le peuple. Il y a des situations qui peuvent se faire à l'Assemblée nationale. Mais la Constitution n'a jamais, vous pouvez reprendre les dispositions de la Constitution de la 4e République, cette Constitution n'a jamais donné la compétence au Parlement, ni durant son mandat, et encore moins lors du prolongement de son mandat, de procéder à son changement. Impossible. Le faire, c'est
constitutionnel, c'est une fraude à la Constitution. Il faut le dire clairement. C'est un débat. Hein? Ce n'est pas un débat. Vous savez, on peut être de bonne foi ou on peut être de mauvaise foi. Ce n'est pas un débat. Pour moi, ce n'est pas un débat. Il suffit d'être de bonne foi et de reconnaître la vérité et de dire, voilà, nous avons la force, nous avons fait un passage en force. Mais vouloir nous faire croire qu'on est dans son bon droit en ayant procédé à ça, c'est un mensonge. Et si vous le permettez, tout à l'heure, je vais vous lire encore parce que j'ai l'impression que pour moi, c'est devenu une Bible. À chaque fois que je me lève, je lis ce que d'éminents professeurs d'université de droit ont écrit sur ce genre de situation quand ils n'étaient pas aux affaires. Et malheureusement, une fois qu'ils sont arrivés aux affaires, on a le sentiment qu'ils ont changé. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. D'accord. Je continue mon analyse. Oui, mais on va y aller rapidement. D'accord. Alors, je vais finir rapidement. Donc, ils n'ont pas la compétence de changer la Constitution, mais ils décident de changer la Constitution. De deux, il y a des articles. Même si les députés décident de faire une révision d'un simple article, mais il y a des articles auxquels ils ne peuvent pas toucher sans revenir en le peuple. C'est par exemple l'article 59. Pour ça, même s'ils sont 5/5 de députés à vouloir le président. Exactement, ils sont obligés de venir devant le peuple. Et ils se sont permis donc de procéder à des violations de la Constitution. Et tout ça mis ensemble nous fait dire que c'est un État. Je voudrais poser une question directe. Que reprochez-vous concrètement? C'est-à-dire que lorsque nous prenons la 5e République, c'est-à-dire le régime parlementaire en soi, est-ce que c'est mauvais? Que reprochez-vous concrètement ce régime, surtout en l'adaptant au Togo? C'est quoi le souci? Je pense que vous êtes à un autre niveau de réflexion. Il ne s'agit pas de faire le choix entre un régime parlementaire, un régime présidentiel, un régime semi-présidentiel. C'est ce qui est mis en avant. Il faut dire clairement les choses. Il y a une procédure qui a été mise en place qui n'a rien à voir avec le régime parlementaire. Je vous lis quand même ce passage. Ça va peut-être permettre d'éclaircir les choses. En Afrique, c'est écrit par un des éminents professeurs. Vous parliez de débat. Un des éminents professeurs qui font le tour des antennes, des radios et des télévisions. Pour essayer d'expliquer et de défendre ce que moi je dis, j'appelle l'indéfendable. Et qui, avant d'arriver aux affaires, ont dit des choses. En Afrique, depuis les années 2000, les réformes des textes fondamentaux participent pour la plupart de la volonté des gouvernants d'en faire un usage instrumental tourné vers la pérennisation au pouvoir du chef de l'État et le renforcement de ses prérogatives. Un dernier passage. Une pratique consistant à procéder à la révision de la Constitution, non pas pour l'adopter à une réalité à laquelle elle ne répondrait plus, mais plutôt à la conformer aux vœux du prince, d'un personnage résolument déterminé à rester au pouvoir, si possible, jusqu'au retour annoncé de Jésus-Christ. En clair, ça veut dire... Il parlait de qui? C'était des articles qui portaient justement sur des régimes en Afrique. D'accord. Et après, on citait des exemples, le Togo, la RDC, etc., etc., mais sans pour autant personnifier. D'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous dites que c'est un débat. Je vous dis que ce n'est pas un débat, c'est une question de bonne foi ou de mauvaise foi. Ceux qui aujourd'hui essaient de défendre l'indéfendable, lorsqu'ils étaient des penseurs libres, parce que lorsqu'ils écrivaient cela, ils n'étaient pas encore aux affaires. Ils étaient des penseurs libres. Ils avaient la possibilité d'observer une situation et de se prononcer librement. Et lorsqu'ils s'exprimaient librement, ils disaient clairement que lorsqu'on modifie les textes fondamentaux, lorsqu'on annonce procéder à une révision de la Constitution, ce n'est pas qu'on vient l'annoncer pour adapter la Constitution à une réalité qui a changé, mais c'est tout simplement pour pérenniser un pouvoir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au Togo. Nous ne nous cachons pas. Si nous restons dans cette logique, j'arrive. Nous étions avant cette 5e République dans la 4e République. Faut-il dire que depuis la 1re République, ça a été le cas jusqu'à la Constitution de 92, adapter quand même peut-être la Constitution à un vœu? Est-ce que ça a été le cas, n'est-ce pas, peut-être? Puisque le régime parlementaire, ça a été fait lorsque nous retournons un peu en arrière avant l'arrivée du premier président. Il n'était pas premier président en fait élu, mais c'était le premier ministre aussi. Ça a évolué jusqu'à la Constitution de 92. Alors, c'est très intéressant ce que vous posez comme question. Regardez ce qui s'est passé en 1992 et regardez ce qui s'est passé en 2024. En 1992, pratiquement tous les acteurs politiques,
de l'opposition comme du pouvoir, ont appelé à voter cette constitution, parce que cette constitution, elle a été élaborée de façon pratiquement consensuelle, exposée au peuple, expliquée au peuple, et ensuite le peuple a voté à près de 98%. Regardez ce qui se passe en 2024. On s'enferme au Parlement, on vote en catimini, on promulgue un texte. Jusqu'à la promulgation, personne n'a une mouture définitive du document. Le texte est promulgué le 6 mai, il a fallu attendre le 21 mai pour voir sur les réseaux sociaux un bout de texte, comment à savoir ce qui est inscrit dans le document. Voilà ce que nous nous disons. C'est pour ça que quand vous demandez est-ce que finalement le régime parlementaire n'est pas adapté au Togo, je vous dis ce n'est pas le cœur du débat. Il y a une manière de procéder. Et lorsqu'elle n'est pas bonne, il faut le dire clairement et dire au pouvoir en place que ce que vous avez fait, ça ne se fait pas. C'est un coup d'État contre la nation togolaise et vous êtes en train de vous délégitimer. Parce que lorsque le chef de l'État prête serment et jure solennellement devant Dieu, devant le peuple, de respecter et de défendre la Constitution et qu'il se comporte ainsi, il n'a pas respecté la Constitution. Et c'est extrêmement grave. Les arguments avancés par ceux qui ont soutenu cette proposition de loi, et quelque part ils ont dit ça va moins coûter pour le Togo de faire les campagnes, tout ça là. Vous ne voyez pas que c'est un argument fondé? C'est prendre le Togolais pour ça qu'ils ne sont pas. Et j'insiste encore sur la bonne foi et la mauvaise foi. Parce que ceux qui viennent aujourd'hui défendre ce genre d'arguments, ce sont les mêmes qu'il y a quelques années, ce sont les mêmes que ce genre d'attitude, de comportement, de révision de constitution. Ça n'a qu'un seul objectif. C'est de maintenir un système au pouvoir. Et tout ce qu'on met autour, c'est pour l'habillage. Quand on me dit que ça permet de faire des économies, vous savez, on peut reconnaître effectivement, et là peut-être que je vais commencer à leur donner un peu raison, que les performances économiques du Togo ne sont pas bonnes. Pourtant le Togo n'a pas autant de contraintes. Pourtant les indicateurs, souvent communiqués, ne sont pas forcément dans cette logique. Vous savez, moi je ne suis pas économiste. Je ne suis qu'un médecin, je ne suis pas économiste, mais je me permets d'aller vers les bonnes sources, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., pour voir où mon pays se trouve en termes de performance économique. Et lorsque vous voyez ce que le Fonds monétaire international prévoit pour le Togo, vous êtes sidéré, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que se retrouve en si mauvaise posture? Nous n'avons pas de... C'est vrai que dans le nord du Togo, il y a la menace djihadiste, mais le Togo ne subit pas les mêmes contraintes que le Burkina, que le Niger, que le Mali. Et pourtant, ces pays ont, en termes de performance économique, de meilleurs résultats que le Togo. Comment cela s'explique? Ou bien, notre argent va ailleurs. Et là, on peut commencer à penser que c'est le cas quand on voit également les données mondiales qui parlent du Togo et qui vous placent à un rang incroyable. On vous dit que le Togo est 129e, quand juste à côté du Togo, vous avez un pays comme le Bénin qui fait un véritable bond qualitatif et qui se retrouve à la 70e place. Quand le chef de l'État annonçait que dans ce pays, vous avez une minorité qui accapare les ressources, c'était en 2012. Nous sommes en 2024. Je vais dire 2023, puisque les chiffres dont je dispose datent de 2023. Donc de 2012 à 2024, 11 ans, vous vous dites, bon, le chef de l'État, il a mis en place certainement des dispositifs, des mécanismes pour réduire justement cette corruption. Parce que ce qu'il a dit, ça s'appelle de la corruption. Donc une minorité qui accapare les ressources, c'est la corruption. Donc certainement qu'il a aidé à lutter contre la corruption. Donc vous essayez de voir les données, les indicateurs mondiaux. Ce n'est pas le front qui le dit. Vous allez sur le site de Transparency International, le site de la Banque mondiale, on vous dit que le Togo avait un score de 70 entre 2012, lorsque l'État faisait cette annonce, et vous regardez en 2023, vous vous retrouvez à combien? 69. Il n'y a pas eu de modification. Mais qu'est-ce qui a été fait entre 2012 et 2011 pour qu'on reste... Ça évolue quand même. Ça évolue, hein. Si vous voulez. Ça évolue. Si vous voulez, ça évolue. On est passé de 70 points à 69 points. On a fait plus fort. Oui.
Nous tendons vers la fin. Après, vous arrêtez bien là, parce que j'ai une dernière question quand même. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Juste et de nous dire, professeur, est-ce que ce régime parlementaire n'a pas d'avantage? Si vous voulez qu'on parle du régime parlementaire, moi je n'en suis pas un spécialiste. Les spécialistes viendront certainement vous expliquer davantage les bons et les mauvais côtés du régime parlementaire. Ce que j'ai compris, c'est que ça permet une meilleure représentativité à l'Assemblée nationale des différentes sensibilités politiques pour un vrai débat démocratique. Alors, oui, je veux bien qu'il y ait débat. Lorsque vous êtes 108 et qu'en face de vous, vous avez 2 ou 3 personnes, si vous voulez, on peut dire que oui, toutes les sensibilités sont représentées, même si elles sont représentées dans leur plus simple expression. Si vous pensez que c'est comme ça que le débat va se faire, d'accord, mais moi, je ne vois pas où se trouve la représentativité des différentes sensibilités politiques au sein de ce Parlement tel qu'on nous l'a présenté. Je ne vois pas comment il peut y avoir un débat démocratique dans ce Parlement tel qu'il est constitué aujourd'hui. Donc pour le moment, si c'est ça le régime parlementaire, permettez-moi d'en douter. D'accord. Vous êtes de la société civile d'abord, avant d'intervenir dans d'autres domaines. Alors si nous, bon, pas nous, vous allez juste nous prendre peut-être un domaine spécifique dans lequel vous allez forcément faire une petite analyse parce que peut-être ce domaine, ça ne va forcément pas. Que vous voulez que au moins ce domaine puisse changer. Là, vous me tendez la perche, c'est la santé. N'oubliez pas que je suis médecin et je vais vous parler du domaine de la santé où le système de santé est vraiment malade. Si vous prenez, parce que moi, je considère comme étant les piliers d'un bon système de santé, c'est-à-dire le capital humain, le personnel, les infrastructures, les équipements et la gouvernance du système, à chaque niveau, vous avez des difficultés. Personnel, nous sommes en sous-effectif. Nous sommes en sous-effectif. Si vous voyez un peu, pour le moment, ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais là, dans beaucoup d'hôpitaux, en dehors de Lomé, même à Lomé, au CH, à l'hôpital de Baie, vous avez du personnel, je vais dire non qualifié, pas dans le sens péjoratif, mais je veux dire que ce n'est pas ce qu'ils doivent faire qu'ils sont en train de faire. C'est les assistants médicaux qui interviennent et qui font des interventions chirurgicales. Ils savent le faire, ils le font très bien. Mais en réalité, ce n'est pas à eux de le faire. Mais puisqu'on ne dit pas de spécialistes, médecins, gynécologues, obstétriciens, on est obligé de se rabattre les assistants médicaux pour ce travail. Ils le font et ils ont le droit de réclamer une reconnaissance. Ils disent, mais nous passons notre temps à sauver les femmes, à faire des césariennes, c'est des interventions à faire le plus souvent en urgence. Si on ne le fait pas, la maman meurt ou le bébé meurt, on sauve des vies et on ne nous reconnaît pas cette activité. Et ils ont décidé d'arrêter le travail. Et ils ont raison, moi je les soutiens. Alors, où sont les gynéco-obstétriciens que l'on forme chaque année? Le Togo, une école de formation, gynécologie obstétrique. Où est-ce qu'ils sont, ces personnes? Est-ce qu'ils restent quand même au Togo? Mais est-ce que vous les recrutez? Est-ce que vous avez proposé de recruter quelqu'un? Les traumatologues, j'avais une formation par rapport à ça, et ils passent d'une vingtaine pour lancer le pays. Tout à fait. Est-ce qu'il y a vraiment 8 millions d'habitants? Tout à fait. Tout à fait. Bon, la plupart, en tout cas, moi j'ai posé la question de savoir, ils me disent que les collègues sont à l'extérieur, ils ne veulent quand même pas continuer. Mais il faut bien que quelqu'un les recrute. Si l'État estime que je n'ai pas assez de ressources pour les recruter et on sait que ces ressources vont ailleurs, c'est normal que ces spécialistes ne soient pas là pour soigner les populations et que l'on soit donc en sous-effectif. Et ça a des répercussions au plan opérationnel, au niveau opérationnel. Quand vous allez dans les structures, vous voyez j'étais la dernière fois au service de gynécologie du CHU Sylvanus Olympio, vous voyez les sages-femmes qui n'en peuvent plus. C'est des équipes de 4 ou 5 sages-femmes qui doivent être au bloc, qui doivent être en salle de travail, qui doivent être en salle d'accouchement, ensuite mais elles ne peuvent pas. Et après on dit les sages-femmes n'accueillent pas bien. Justement, j'allais poser cette question. Mais justement, oui, l'accueil dans je ne dis pas que je justifie ce qui se passe. Je justifie le mauvais accueil, mais je vous assure que quand vous entrez dans la salle, je vous invite, vous êtes journaliste, allez voir ce qui se passe dans le service de maternité du CHU Sylvanus Olympio, où aujourd'hui, tous ces centres où les assistants médicaux refusent de travailler, évacuent les femmes enceintes au CHU Sylvanus Olympio. Le CHU Sylvanus Olympio va les évacuer où? Le CHU ne peut pas dire, moi, bon, je n'ai plus de place, partez chez vous. On est obligé de les recevoir. Vous entrez dans une salle, vous voyez 30, 40 femmes par terre en train de faire leur travail d'accouchement.
vous êtes médecin, quelle que soit votre gentillesse, il y a des moments où certainement vous allez manquer de patience et cela va certainement avoir des répercussions. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut recruter plus, il faut mettre en place une vraie politique de santé. Mais il faut du personnel, il faut recruter du personnel, il faut des équipements. Vous parlez d'équipements, moi je reviens à la chirurgie. Je suis chirurgien, je forme des chirurgiens au Togo avec le DS de chirurgie générale. Un DS de chirurgie générale aujourd'hui, c'est obligatoirement de la vidéochirurgie. Vous ne pouvez pas dire j'ai fait 5 années de formation, je n'ai jamais tenu un instrument de vidéochirurgie parce qu'il n'y en avait pas au Togo. Mais nous avons vécu cette situation pendant au moins 4 années où la colonne qui a été mise en place en 2010 au CHU Sylvanus Olympio, elle n'a jamais été renouvelée. On l'a mise en place et puis on nous a oubliés. On a essayé de la faire fonctionner avec du matériel que des collègues nous ont donné de France ou d'ailleurs, jusqu'à ce qu'elle ne tombe en panne. Et pendant 4 années, on était là sans colonne. Et finalement, on a une colonne depuis 1 mois, mais je vous assure que ce sont les médecins chirurgiens eux-mêmes qui, en tapant à certaines portes, ont obtenu cette colonne. Je continue. Le service de gynécologie a obtenu sa première colonne qui est fonctionnelle depuis 3 semaines. Elle a été mise en fonction, pas parce que l'État l'a fait, mais parce que tout simplement, les collègues de gynécologie étaient en contact avec une association française appelée Humanitera. Vous pouvez vous renseigner. Et c'est Humanitera qui a offert cette colonne. Mais dans quel pays on est? Comparativement, je finis avec ça. Oui, d'accord. Alors qu'on connaît toutes les difficultés que le Burkina trace aujourd'hui, dans toutes les préfectures, ils ont décidé de mettre en place une colonne de Solio et les Burkinabés ont initié une formation de Solio-chirurgie pour des chirurgiens déjà formés, pour qu'on puisse mettre en place et utiliser les colonnes de Solio. Voilà la réalité. Est-ce que vous avez informé officiellement les autorités par rapport au problème? Oui, par rapport au problème. Est-ce que vous avez écrit à votre ministre de tutelle? Vous savez, s'il fallait à chaque fois adresser un courrier par rapport aux problèmes de ressources humaines, par rapport aux problèmes d'infrastructure, par rapport aux problèmes d'équipement, personnellement, je pense que ça ne doit pas aller dans ce sens. Personnellement, je pense que conduire un système de santé, tous les mécanismes que ça puisse fonctionner, c'est vrai que par moment, lorsqu'il y a des difficultés, nous, directement vers le ministère, c'est décentralisé. Donc il faut qu'on s'adresse à la direction de l'hôpital et je pense que la direction de l'hôpital s'adresse au ministère. Mais le problème, c'est que nous sommes au niveau opérationnel et quand on ne voit rien arriver, on est obligé de faire comme on peut ou de dénoncer ou parfois de réagir par des mouvements sociaux. Et aujourd'hui, vous avez les assistants médicaux, je pense qu'ils sont à peu près 70, ils ont décidé de ne plus travailler. Est-ce que le ministère est en train de réagir ou pas? C'est des morts. Hein. Bien sûr que c'est des morts. Bien sûr que c'est des morts. Et c'est mauvais. Professeur, oui. Je n'ai pas eu la réponse à ma question. Alors, oui, moi, je ne pourrais jamais directement m'adresser au ministère. C'est sûr que par rapport à ça, nous avons vu la direction de l'hôpital à plusieurs reprises. Lorsque la colonne ne fonctionnait pas, nous sommes allés vers le directeur. Je suppose que le directeur, à son tour, a rencontré le ministère. Mais ce qui a été dit, ou ce qui s'est dit entre eux, moi, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas directement court-circuiter le directeur pour aller au ministère. J'ai une petite question. Rapidement, hein. On a 2 minutes. Professeur, si aujourd'hui, le peuple togolais ou la population togolaise vous demande d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais il n'y a plus d'élection présidentielle. Élection présidentielle, hein? Non, le procès Oui, n'a pas il y a débuté. une élection présidentielle. Ok, oui. Oui, il y en a, mais différemment. Oui, mais quand même, il y a des candidats. Oui. Oui. Est-ce que vous allez accepter? Je vous assure que ce n'est pas un problème de candidature ou de non-candidature. Il y a un système qui détruit le Togo. Je vous ai donné juste quelques petits exemples de ce que nous vivons dans le domaine de la santé. Vous m'avez demandé de choisir un domaine, j'ai choisi la santé. Si vous faites venir ici des gens spécialisés dans l'éducation, je suis professeur d'université, mais il y a encore des gens plus spécialisés que moi, ils vous parleront des problèmes dans l'éducation. On vous parlera des problèmes peut-être dans les mines, etc., etc. Ce pays est malade et il y a de vraies priorités. Alors, c'est tomber ces priorités pour aller nous proposer une nouvelle constitution, et nous forcer même à nous habiller de cette nouvelle constitution. Voilà la réalité de notre pays qui est totalement inconcevable. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire est-ce que vous allez être candidat, si le système demeure, quelle que soit la personne que vous mettrez,
à la tête de ce pays. Voilà ce que nous allons continuer de dire. Il faut arrêter ce système et c'est ça qu'on nous essayons de travailler et nous espérons que nous allons y arriver. Vous aurez votre mot de fin, mais bien avant, un petit mot sur, puisque on revient un peu dans le domaine de la santé, il y a un hôpital juste à côté ici, à Dr Lafia. Un petit mot. Un bel hôpital, je n'y ai jamais mis les pieds, mais j'ai vu, je n'ai pas été invité, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux ce qui a été mis en place. Je crois un plateau technique de qualité. Mais il faut reconnaître que cet hôpital n'est pas accessible aux citoyens moyens. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas un hôpital public et donc il n'a pas vocation à être ouvert aux citoyens moyens. C'est un plateau technique de qualité, mais il faut avoir bénéficier de... C'est pas un hôpital de tout le monde en fait. Non, c'est pas un langage facile. Alors un mot de fin, c'est peut-être ce que j'ai en main. Je ne sais pas si on peut faire un zoom là-dessus. Oui. C'est nous sommes sortis hier en tant qu'universitaires parce que nous avons fait ce travail de réflexion sur ce que nous avons appelé le nouveau contrat citoyen. Ce sont donc des universitaires qui ont l'initiative et qui nous ont réunis. Pendant des semaines, nous avons essayé de plancher sur ce que nous pensons être une bonne vision pour notre pays. Et cette vision, nous l'avons rendue publique hier. Nous allons continuer à en parler, faire en sorte que les citoyens se l'approprient et que les citoyens fassent des propositions pour nous permettre de construire maintenant un vrai projet que nous allons appeler un projet de rupture, un vrai projet de société. Et bien sûr, ce projet est incompatible avec la Ve République, il faut le dire clairement. Pour nous, ce projet ne pourra être mis en œuvre que par des gouvernants nouveaux, démocratiques, qui seront en place et qui permettront au Togo de devenir, comme le dit l'hymne national, l'or de l'humanité. Voilà donc ce à quoi je vous invite. Ce nouveau contrat citoyen, il est public, vous pourrez le lire, vous pourrez avoir accès à une adresse mail cryptée, sécurisée, pour faire des propositions, que ce soit votre domaine d'expertise. Il y a une équipe qui est derrière, qui va faire la synthèse. Et j'espère que dans un délai raisonnable, 4-6 semaines maximum, nous pourrons sortir un projet qui sera vraiment un projet inclusif dans une démarche inclusive et participative qui va dire à tout le monde, le peuple togolais, qui a été consulté, a sa vision par rapport à ce qu'il souhaite faire de la nation togolaise. Et c'est notre contrat. Je pourrais vous laisser cela également ici. Le titre, c'est quoi déjà? C'est cadre de réflexion pour un nouveau contrat citoyen au Togo. Je vous le laisse. Merci beaucoup, professeur, quand même d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir, hein, surtout par rapport à tous les sujets débattus dans cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin. On va juste laisser partir le professeur. Pardon, un dernier mot de fin, rapidement. Je remercie notre invité et nos téléspectateurs, téléspectatrices. Le rendez-vous est pris donc pour le jeudi avec un autre invité, hein, comme nous avons l'habitude de le faire dans